L'information dans sa quintessence de vérité, d'objectivité, d'impartialité sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Plénière du CNT ce mercredi au Palais du Peuple, 2 accords de coopération ont été ratifiés dans une ambiance de tristesse. Les précisions dans ce journal. Le PPRG, Parti pour la prospérité et le renouveau de la Guinée, jette un regard critique sur le bilan des 2 ans de gestion du pouvoir par le président de la République. C'était à la faveur d'une conférence de presse animée par le président de ce parti. Et puis en fin d'édition, vous aurez droit à la rubrique invité du journal. Sansi Kaba Diakité, directeur général des éditions L'Harmattan Guinée, répond aux questions de Alpha Omar Bari. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres, la session plénière du Conseil national de transition s'est tenue ce mercredi dans l'hémicycle du Palais du Peuple. 2 accords de coopération ont été présentés pour ratification, mais l'ambiance, vous allez le voir, était aussi au recueillement. Les précisions de Aminata Diallo. Le CNT a ratifié ce mercredi 2 accords de coopération économique, commerciale et technique. Il s'agit de l'accord général de coopération entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite signé le 15 mars 2006 à Riyad et celui de coopération économique entre la Guinée et les Émirats arabes unis signé le 13 novembre 2011 à Abu Dhabi. La ratification de ces 2 accords devrait permettre à la Guinée de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec les pays de la Oumma islamique. Il est important de rappeler que la République de Guinée et l'Arabie Saoudite entretiennent des liens historiques et sont tous 2 membres de la Oumma islamique. C'est pourquoi nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que ces 2 accords que nous venons d'adopter seront des instruments efficaces de renforcement et de promotion de la coopération économique avec notre pays, engagé à diversifier ses partenaires dans sa quête d'un développement économique équilibré. Le décès de Amadou Riditine Diallo, rapporteur de la commission code électoral au CNT, n'est pas resté en marge de la plénière. Les conseillers ont observé 1 minute de silence à la mémoire de l'illustre disparu. Voyons des commissaires qui sont encore en larmes. Nous en profitons pour vous présenter nos sincères condoléances au nom de tout le ministère des Affaires étrangères et au nom de son ministre, le ministre d'État, El Hadj Lucien Fall. Retenez que la dépouille mortelle de Dr Ditine, président du PUD, sera exposée demain au Palais du Peuple de 13h à 15h, une occasion pour le peuple de Guinée de lui rendre les derniers hommages avant le départ du cortège funèbre pour son village natal où il sera inhumé le vendredi à Ditine, c'est dans Dalaba. Le regard du Parti pour la prospérité et le renouveau de la Guinée sur l'actualité sociopolitique durant les 2 années précédentes, tel était le centre d'intérêt d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi. Durant 1 heure, le président du PPRG s'est évertué à faire un examen critique des 2 ans de gestion du pouvoir par le chef de l'État, Saran Kamara. Observez 1 minute de silence en la mémoire de Dr Amadou Riditine Diallo, président du PUD et membre du CNT. C'est par ce geste qu'a débuté cette conférence. D'entrée de jeu, le président du Parti pour la prospérité et le renouveau de la Guinée a fait un bref rappel des 2 années de gestion du président Alpha Condé, un bilan qu'il qualifie d'encourageant. La situation monétaire commence à se stabiliser. Les finances publiques se portent de mieux en mieux. La mobilisation des recettes croisse. L'inflation est réduite à 13%. Cependant, Ben Daouda Nassoko a fustigé la gabegie financière qui, à ses yeux, doit cesser avant de souligner le travail qui reste à abattre. Il n'est point question de prendre le recul. Une lutte contre la corruption doit continuer. La lutte contre l'insécurité et l'impunité doivent aussi s'accentuer. En ce qui concerne les élections législatives, le PPRG soutient que le chronogramme de la CENI est objectif. De même, il a indiqué que le choix de l'opérateur technique revient à l'institution chargée d'organiser les élections. En revanche, il s'oppose au vote des Guinéens de l'étranger et dit être prêt à aller aux élections le 12 mai prochain avec ou sans d'autres partis politiques.
Autre aspect de l'actualité, Dr Moustapha Koutoubou Sano se lance dans un nouveau défi, celui de faire du ministère de la Coopération internationale un département de référence, après avoir vu ce département certifié récemment par un cabinet indépendant. Le ministre dit compter sur l'appui de ses collaborateurs pour relever le défi. Le souhait a été formulé ce matin lors de la présentation des vœux de Nouvel An par les travailleurs du département. Mamadi Kamsoko. Les travailleurs du ministère de la Coopération internationale fêtent le nouvel an dans une ambiance cordiale. L'exercice écoulé a permis de mettre en place un cadre cohérent de travail axé sur la participation de tous, ce qui a d'ailleurs permis au ministère d'exécuter les 87% de son plan d'action et bénéficier d'une certification par un cabinet indépendant. Au nom des travailleurs, la section syndicale a salué les nombreux gestes portant sur l'amélioration des conditions de travail, notamment des missions à l'étranger. Des doléances ont aussi été formulées. La régularisation de la situation administrative des cadres et agents dont les dossiers sont en souffrance à la fonction publique. L'achat de 2 bus pour le transport du personnel. La formation des jeunes cadres. La négociation auprès de Monsieur le ministre d'État des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger pour la nomination de certains cadres de la coopération dans les représentations diplomatiques et consulaires de la Guinée à l'étranger. Monsieur le secrétaire général de la section syndicale a traduit, on ne peut mieux, les sentiments profonds que le personnel du ministère, toutes catégories professionnelles confondues, nourrit à l'endroit de Monsieur le ministre. Pour la nouvelle année 2013, le ministre de la Coopération promet d'opérer des changements qualitatifs pour redorer l'image de son département. Il a sollicité l'accompagnement des travailleurs pour surtout faire de la coopération internationale une référence. Permettez-moi d'exprimer le souhait de nous mobiliser davantage dans la noble et exaltante mission qui nous est assignée. Ceci dans le but de rendre les actions de notre département plus lisibles et plus visibles sur le plan national et international. Par ailleurs, le ministre a souhaité bon vent au doyen de son département, Elhadji Oulaba Kourouma, qui a fait valoir cette année son droit à la retraite. Restons toujours avec le ministre de la Coopération internationale. Il faut dire que Dr Moustapha Koutoubou Sano était face aux ondes de médias ce mercredi. Une occasion pour lui de faire le bilan des actions réalisées durant l'année écoulée, tout en déclinant celles en perspective. Fanta Conté. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Coopération internationale a fait un bilan détaillé de toutes les actions à l'actif de son département au cours de l'année 2012. Des actions qui ont permis à la Guinée de renforcer ses rapports de coopération avec ses partenaires traditionnels, mais surtout de bénéficier de l'aide pour la réalisation de certains projets dans tous les secteurs de développement socio-économique et culturel. Je voudrais souligner que l'action du ministère de la Coopération a enregistré en cours de l'année 2012 d'importants succès. Nous avons pu mobiliser en 2012 un montant de 1850 000 milliards de notre franc guinéen, soit 263 millions de dollars par rapport à 2011. Le ministre Koutoubou Moustapha Sano a également mis l'occasion à profit pour énumérer quelques actions inscrites dans le plan d'action 2013 de son département. La RTG va connaître cette année une rénovation fondamentale. RTG de Goloma sera renouvelé. Le palais sécuritaire va connaître une réhabilitation pour qu'il puisse avoir la résidence présidentielle digne de son nom. Nous sommes en négociation pour que nous puissions aller pour la richesse de financement à ce qui concerne le siège, un siège aussi pour l'Assemblée après les élections législatives. À noter que le ministère de la Coopération internationale ambitionne de devenir un département de référence dans la promotion et le développement des relations de coopération économique, financière, technique, scientifique et culturelle devant permettre la transformation de la Guinée en un pays émergent à l'horizon 2015.
Justice. Dans cette édition, les travaux de la cour d'assises se sont poursuivis ce mercredi. Les débats ont essentiellement porté sur la question des armes et munitions présentées à la cour par le ministère public. Le commandant Alpha Oumar Bofa Diallo, alias Aobé, a une nouvelle fois de plus clamé son innocence et parfois avec beaucoup de véhémence. Les explications avec Fanlé Gilavogui. Le principal accusé dans l'affaire relative à l'attaque du domicile privé du chef de l'État pour la 3e fois était à la barre ce mercredi. Devant une fourchette d'avocats et de magistrats, le commandant Alpha Oumar Bofa Diallo alias Aobé a réfuté en bloc l'information selon laquelle il a été arrêté avec des armes et munitions à bord de sa voiture le 19 juillet 2011. Il a, à travers de nouvelles révélations, clamé son innocence dans le dossier du 19 juillet. Colonel David Silla, ils ont été arrêtés, envoyés à Koundara. La suite, la chronologie, c'était AOB, c'était colonel Isiaga, ainsi de suite. Mais quand j'ai été saisi de l'information, je suis venu dire à mon chef direct, on veut m'arrêter. Ils ont commencé encore les arrestations. Je suis parti maintenant voir le général Nouchan. Lui me dit, alors, monsieur le président. Et quand nous sommes venus, on a vu le président Kounati. Il dit, cette machination-là, c'est le c'est Boundouka qui est en train de le faire. Il a dit. Le ministère public réplique. Ces armes-là ont été saisies dans le véhicule appartenant à M. Alpha Oumar Aobé. La partie civile entend pour sa part réaménager sa stratégie de défense pour, dit-elle, maintenir l'accusé dans les liens de la culpabilité. Le code de procédure pénale indique très clairement que si l'accusé, la personne soupçonnée d'avoir participé au crime n'est pas présente sur les lieux de saisie, l'officier est affranchi des devoirs, des obligations de présentation ou de reconnaissance des armes. La défense estime que le dossier du 19 juillet est vide. Elle exige par ailleurs la comparution des militaires de la garde présidentielle pour, précise-t-elle, la manifestation de la vérité. Pour aboutir à la manifestation de la vérité, il fallait obligatoirement que toutes les personnes qui étaient chargées d'assurer la sécurité du président de la République soient dans cette salle. L'audience a failli se transformer en véritable spectacle lorsqu'un avocat de la partie civile a demandé à l'accusé s'il a traîné les valises de l'État général Lansana Conté. Irrité, ce dernier ne contient pas sa colère. Il a fallu que le juge audiencier tape du poing sur la table pour mettre fin aux envolées oratoires. Et justement, à propos de ces assises, le ministère d'État à la Justice et Garde des Sceaux a annoncé dans une déclaration rendue publique ce mercredi son intention d'ouvrir une information judiciaire dans le cadre du dossier relatif à l'assassinat de la directrice nationale du Trésor public. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter le chargé de communication du département de la Justice, Ibrahima Biavogui, est au micro de Fanli Gilavogui. Suite à l'arrêt rendu par la Cour d'assises de Conakry, dans la cause qui opposait le ministère public à M. Mohamed Lamine Conté Dissouka et autres, le ministre d'État chargé de la justice et le parquet général près la Cour d'appel de Conakry tiennent à informer les populations que le lieutenant-colonel Amadou Bangoura dénoncé dans plusieurs cas de crime par M. Mohamed Lamine Souka ne pouvait être jugé pendant la présente session d'assises de Conakry. En ce qui concerne les assassinats de Mme Boireau et de M. Temple Cole, le ministre d'État chargé de la justice et le parquet général invitent à la retenue dans les déclarations les services de sécurité dès l'instant qu'un juge d'instruction est saisi. En effet, ces déclarations peuvent éventuellement nuire au travail du magistrat instructeur. Voilà ce qu'on pourrait vous dire en ce qui concerne les assises de Conakry. Autre registre de l'actualité, attaque à main armée en Soumania Plateau, c'est dans la commune de Ratoman. Des individus armés ont investi tard dans la nuit le domicile privé du directeur central adjoint par intérim des unités d'intervention de la police. Aucune perte en vies humaines, mais des outils de travail de l'officier de police ont été emportés par les assaillants. Le lieutenant-colonel Amadou Bangoura dit craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. Les explications dans ce reportage d'Ela Jouma Abari.
Ansoumania Plateau a été la nuit dernière le théâtre d'une attaque à main armée. La cible de cette attaque, le domicile privé du lieutenant-colonel Amadou Bangoura, directeur central adjoint par intérim des unités d'intervention de la police. Des assaillants lourdement armés ont en effet investi la concession de l'officier de police. Ils ont emporté plusieurs matériels de travail qui se trouvaient dans 2 véhicules stationnés dans la cour. J'ai laissé mes 2 talquis qui étaient déchargés. Et j'ai laissé ma menotte, ma carte de visite, le parfum d'odorant pour la voiture. Moi, je suis rentré me coucher. À 5h et quelques, vers 6h, l'heure de la prière, mon fils est venu taper ma porte en me disant « Papa, venez voir l'état de votre voiture ». C'est ainsi que je suis sorti à la hâte pour venir vers ma voiture. À distance, j'ai vu déjà la lunette arrière était cassée et ils ont pris la batterie de la voiture. Ensuite, la deuxième voiture, ils ont enlevé aussi la batterie et quelques objets à l'intérieur. Cette attaque semble avoir donné des cheveux blancs à cet officier de police qui demande la protection de l'État. Je veux que l'affaire des talquis, la carte de visite, en cas si quelqu'un se sert de ça, pour dire demain que c'est moi qui lui avais donné, pour qu'il va se servir de ça pour faire du mal aux citoyens du peuple guinéen, que tout le monde soit informé dès maintenant. Depuis 90, en nos jours, c'est la première fois que je sois victime de vol ici. Et tout ce que je compte faire maintenant, c'est de dire à l'autorité qu'il veille sur moi parce que je suis trop exposé maintenant. Pas moi, ma personne, mais ma famille. Depuis sa comparution aux assises de Conakry il y a 7 jours, le lieutenant-colonel Bangoura est dans la ligne de mire des bandes armées et vit de plus en plus dans l'angoisse. L'insécurité, un véritable serpent de main, comme quoi personne ne semble être épargné par ce phénomène qui a pris des proportions inquiétantes. À présent, comme promis, dans les titres, place à la rubrique invité du journal, Alpha Oumar Barry reçoit Sansi Kaba Diakité, directeur général des éditions L'Harmattan Guinée. Au menu de l'entretien, la première édition de la caravane du livre et de la lecture. Messieurs, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rubrique l'invité du journal. Aujourd'hui spécialement, on va parler de la caravane du livre. Une caravane qui a été lancée officiellement hier par le ministre de la Culture sous le thème « Grandissons avec la lecture et le livre pour mieux former le Guinéen de demain ». Alors pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Sansi Kaba Diakité. Il est le directeur de l'Harmattan Guinée. Bonsoir M. Diakité. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau avec nous. Tout d'abord, la première question, M. Diakité. Est-ce que vous pouvez me parler sommairement de cette caravane ? C'est une initiative de l'Association internationale des libraires francophones dont nous sommes membres, le collectif des libraires de Guinée, pour permettre de démocratiser le livre en Afrique. Donc depuis 8 ans, cette caravane est organisée dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, mais cette année c'est la première édition en Guinée parce que nous, on s'est dit il faut une volonté. Il faut risquer et le collectif des libraires de Guinée s'est impliqué. On a pris nos participations à Paris lors du Salon du Livre dernier. Donc j'avoue que c'est vraiment le combat d'une dame, la doyenne des libraires de Guinée, Mme Gabi, qui nous a amené à organiser cette caravane-là. Je le disais en début de cet entretien, la caravane a été officiellement lancée hier, mais quand même il y a quelques pépins. Bien sûr, parce que il faut comprendre que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Nous jouons notre partition. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnel du livre? C'est d'éditer, transporter, diffuser le livre en Guinée. Mais on ne peut pas prendre sur nous les autres partitions. Nous jouons notre rôle en tant que professionnels en nous impliquant dans l'importation du livre, en permettant aux Guinéens d'accéder aux livres de littérature, aux livres de tout genre. C'est ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas dire forcément à l'État de jouer sa partition en subventionnant cette activité. On ne peut pas dire aux sponsors obligatoirement il faut financer cette activité. Les mécènes en Guinée, les sponsors aiment financer la musique, le show. Et nous, on est dans un domaine intellectuel, on est dans un domaine
où c'est difficile aujourd'hui de mobiliser de l'argent avec. Donc, ce qui fait que on a pu faire que ce qui est de notre ressort, on ne peut pas jouer la partition des autres. Imaginez que les écoles nous demandent d'aller chercher les élèves en bus. Comment on va faire? Nous, on n'a pas de bus, on n'a pas de carburant. Comment? Mais pour moi, les établissements doivent être enthousiastes, s'impliquer et amener les élèves pour discuter avec les écrivains guinéens. Parce qu'un des objectifs fondamentaux, disons, de cette caravane, c'est de permettre aux auteurs guinéens de discuter avec les lecteurs, et notamment les élèves et étudiants. Je comprends dans vos propos que vous êtes un peu frustré par rapport à l'implication de l'État et au manque de sponsors. Bien sûr, parce que on s'amuse avec l'avenir des enfants de Guinée. Et c'est triste. C'est triste. Si c'était une autre activité, on verra plein de mécènes, plein de sponsors, plein de trucs, mais on s'amuse, le pays est en danger. Moi, je pense qu'il faut aider ce pays à mieux se construire. Le livre est l'outil fondamental pour vraiment la construction, pour la formation des enfants de ce pays. Mais personne ne s'implique. Il n'y a pas une réelle volonté politique, ça c'est à dire. Il n'y a pas une politique nationale du livre. Et le ministre de la Culture, avec tous les efforts qu'il fournit, n'a pas le moyen d'accompagner. Et c'est triste. Donc ce qui fait que vous voyez, on ne fait qu'un minimum. Ça fait 8 ans qu'on organise dans les autres pays. Dans les autres pays, c'est tout le pays qui est en jeu. Mais chez nous, on ne peut que faire Conakry et quelques villes. Et je vous dis, difficilement on ira dans les autres villes de Guinée. Parce qu'à Conakry, on n'a pas eu le soutien nécessaire pour organiser cette activité. Je pense que c'est triste, mais on ne va pas baisser les bras, nous allons continuer. Nous, on est convaincus que le livre est un des outils pour la formation, et le livre participe à développer, à construire la jeunesse de ce pays. Donc nous allons continuer à nous battre pour créer l'espace là pour les gamins. Mais M. Diakité, avant de penser à l'organisation d'un tel événement, est-ce que vous n'auriez pas dû penser un peu d'abord sur le plan organisationnel, comment ça allait se passer? Bien sûr, dans les autres pays, ça fait 8 ans que quand même, bon Dieu, les autres organisent. Pourquoi pas la Guinée? Hein? Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'effort fourni. Nous, on a pris nos adhésions à l'Association internationale des libraires francophones, ça coûte de l'argent. On s'est impliqué à Paris pour monter des dossiers pour que le ministère des Affaires étrangères de la France, pour que la francophonie, pour que, disons, le Centre national du livre, pour que les éditeurs acceptent de faire des remises pour les élèves de Guinée, pour les étudiants de Guinée, pour le bonheur de la population guinéenne. C'est ce qu'on peut faire. Donc, on a fait ça. Nos partenaires à l'étranger ont accompagné les livres jusqu'à Conakry. Mais à Conakry, nous avons passé des jours, des mois à demander des sponsors pour ne serait-ce que la caravane qui doit se faire à l'intérieur de la Guinée. Mais il n'y a pas eu vraiment de sponsors. Et c'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à faire des actions comme ça d'utilité publique pour la nation et que retour, l'État ne regarde pas pour accompagner. Moi, je pense que, à part l'État, même les entreprises privées doivent regarder maintenant ce domaine-là qui est un secteur vital pour vraiment construire la jeunesse guinéenne. Parlons un peu du cas des établissements scolaires. C'est vrai que l'État a failli un peu à son devoir en n'acceptant pas de s'impliquer dans cette histoire-là. Mais est-ce qu'au niveau des établissements, les responsables ou les fondateurs même des établissements ne devraient pas forcer les enfants à participer, disons... Bon, je pense que ça dépend du management de ces établissements. Par exemple, hier, quelque chose qui a marché, il y a 2 ou 3 chefs d'établissement qui sont venus, qui ont compris que les libraires ont fait l'effort nécessaire pour envoyer tous les titres sur la Guinée et tous les titres qui sont au programme. Tout de suite, ils ont pris les choses en main, ils sont allés dans les établissements, dans leur établissement pour faire venir les gamins. Ça, c'était positif parce qu'ils ont compris qu'il y a eu du sérieux là-dedans. Donc, sinon avant, on a écrit à des établissements, on a essayé de les faire comprendre, mais on nous demande de les transporter. Je suis désolé, on ne peut pas faire ça. Moi, je pense que les responsables d'établissements doivent être conscients pour vraiment permettre à leurs élèves d'avoir accès à ce type d'espace pour dialoguer. Ça participe même au développement personnel de ces gamins-là, de ces enfants-là.
Donc aujourd'hui, c'est déplorable. Ces enfants ne sont pas habitués à la lecture, ils n'ont pas le goût du livre parce que rien n'est fait à la base. Imaginez que dans ces établissements, il y avait des bibliothèques, il y avait des séances de lecture, il y avait des comptes rendus de lecture. Ces enfants-là fuiront pour aller dans des espaces comme ça. Mais il manque vraiment une synergie pour ces établissements même de s'impliquer. Donc je pense que c'est un appel qu'il faut lancer. Il faut qu'il y ait des obligations. Il faut qu'il y ait des livres au programme obligatoirement pour que ces jeunes-là puissent faire des comptes rendus. Je pense que ça pourra aider et ça pourra vraiment permettre à ces écoles d'être plus performantes. Si déjà à Conakry, il y a eu des manquements au niveau de l'organisation, cela va sans dire se répercuter sur la caravane que vous allez organiser à l'intérieur du pays. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on sera même obligé de reporter l'intérieur du pays parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'accompagnement nécessaire. Donc on prendra du temps avec vraiment le collectif des libraires et pour trouver d'autres solutions pour aller à l'intérieur du pays. Sinon aujourd'hui on se limitera à Conakry. Monsieur Sansi Kaba Diakité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cet entretien. Merci de nous avoir accordé votre attention. Sansi Kaba Diakité, directeur général des éditions L'Harmattan Guinée, fer de lance d'une jeunesse férue de lecture et du livre. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programmes à notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de qui sont ce plateau.